Bonsoir, nouvelle édition de Studio Lacan, aujourd'hui consacrée au nouveau roman d'Éric Marty. Éric Marty qu'on connaît bien dans notre champ lacanien, puisque essayiste et professeur de littérature émérite à l'Université Paris Diderot, Éric Marty est aussi un grand lecteur de Lacan, qui a fait paraître de nombreux ouvrages, essais, pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sartre au sérieux, le sexe des modernes, et tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous l'accueillons pour nous parler de son 4e roman, je crois que c'est bien cela, qui s'intitule Frédéric. Après cette conversation sur ce roman, nous aurons une collègue, Caroline Leduc, qui traitera pour l'actualité de la psychanalyse du désir de l'autre. Le désir, c'est le désir de l'autre, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, qui était le corps, c'est le désir de l'autre. Nous n'aurons pas le corps, c'est le désir de l'autre. L'autre, c'est le corps. Est-ce qu'il faut qu'on recommence ? Non, il ne faut pas. On continue. Jingle de transition. Éric Marty, bonjour. Bonjour. Alors, comme Déborah vient de le dire, vous êtes un essayiste, chercheur. Pourtant, j'utilise ce mot-là, pourtant vous écrivez des romans. Et en plus, le roman duquel on va parler, Éric et Frédéric, Ouais. On est le 4e. Pourquoi est-ce que vous écrivez des romans ? Alors pour moi, c'est des plaisirs assez proches en fait. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres qui écrivent à la fois des essais et des fictions, mais pour moi c'est très proche parce que d'abord je dramatise beaucoup mes essais, c'est-à-dire que dans les essais, la pensée y est toujours vécue ou décrite ou déployée sur un mode, je dirais, dramatique. Par exemple, dans le dernier livre, Le sexe des modernes, il y a par exemple une sorte d'épisode autour de l'œuf. Pour Deleuze, sa fonction ésotérique et la manière dont on repère cette présence de l'œuf dans différents textes, dans tous ces textes pratiquement. Et donc il y a une forme d'enquête ici que je fais jouer, d'où une sorte de dramatisation. Et puis dans mes romans, dans mes fictions, il y a des discours. Il y a des gens qui tiennent des discours. Alors évidemment, il y a des différences bien sûr, et essentiellement, par exemple, le fait que dans les romans, tous ne tiennent pas des discours. Il y a des personnages tout à fait muets, parfois même hors champ. Dans celui-là, par exemple, la petite amie du héros, Frédéric, qui s'appelle Claire, on en parle tout le temps, mais on ne la voit jamais, elle n'est jamais présente. Donc, il y a une différence parce que, précisément, tout le monde ne tient pas de discours dans les romans, alors que tout le monde tient un discours dans les essais. Et ça fait une grosse différence dans le... Il y a des essais dans le roman. Il y a des morceaux, des fragments. Et puis, peut-être, je pense que ce qui me semble la vraie différence entre les deux, qui fait que ce n'est pas le même exercice, c'est le rapport à la vérité, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans les essais, au fond, j'aspire à dire toute la vérité. Il n'y a pas de raison de dissimuler quoi que ce soit. Alors que dans la fiction est organisée sur un principe tout à fait inverse d'occulter, de ralentir, de donner la vérité au compte-gouttes. Par exemple, Frédéric, il sait depuis le début ce qui va lui arriver. Il connaît l'histoire. Et pourtant, il fait comme s'il ne la connaissait pas. Et on y croit. À aucun moment, il ne semble masquer le fait qu'il la connaisse. Et néanmoins, il la connaît. Et donc, c'est un jeu très différent par rapport à la vérité, de sorte qu'il me semble qu'en fait, dans les essais, c'est pas la vérité dont je parle. Puisque la vérité, on ne peut pas la dire toute, donc prétendre la dire toute, c'est précisément ne pas en parler. Et que mes essais sont plutôt de l'ordre du métadiscours. Au fond, je parle du discours de Sade, du discours de Lacan, du discours de Deleuze, et je tiens un discours sur leur discours. Alors que justement, dans les fictions, parce que la vérité y est délayée, y est distribuée de manière très, très retorse,
je crois que là, la vérité y est. Et c'est pour ça que, au fond... Donc, quand vous voulez être plus vrai, vous écrivez un roman. Quand je veux attendre un petit peu la vérité, un petit peu seulement, je vais vers le roman qui me permet justement de jouer. Alors, pour Frédéric, vous avez mis comme épigraphe la phrase suivante « Respecte le hasard, tu l'appelleras Providence ». Et donc... Effectivement, il y a dans le roman une certaine tension entre des rencontres qui sont contingentes et des rencontres complètement programmées. Une dimension tout à fait programmée qu'il y a par rapport au protagoniste Frédéric. Quelle est cette providence que vous attribuez au hasard ? En fait, j'aime beaucoup cette phrase. Respecte le hasard, tu l'appelleras Providence. Je l'ai trouvée un peu tout à fait à la fin et tout de suite, elle m'est apparue comme une forme de, pas de clé, mais en tout cas d'incitation à lire le roman sous cet angle-là. Il y a un sens immédiat qui est au fond un sens de l'antidéterminisme. C'est-à-dire que respecte le hasard, Providence, ça veut dire au fond un refus du déterminisme. Et ça, c'est vraiment la philosophie de l'existence qui est propre au roman, où le déterminisme apparaît au fond comme une forme de mensonge. Et là aussi, entre la vérité, une forme de mensonge. Et au fond, où le déterminisme apparaît comme un discours de la domination. Tenir un discours du déterminisme, c'est en fait, à mon sens, vouloir dominer. Et cela s'oppose la contingence, le hasard, qui est au fond peut-être le lieu d'une liberté possible. Et en ce sens, voilà, c'est un peu je dirais la philosophie en quelque sorte. Alors ça peut être aussi vu d'un point de vue presque pascalien. Si l'année de Cléopâtre avait été plus court, la face du monde aurait été changée, c'est-à-dire au fond des causes contingentes, des causes minuscules, avec des effets prodigieux ou plus importants en tout cas que la cause. Ça peut être aussi un peu du côté de Diderot, le côté Jacques le fataliste, l'espèce de contingence, de liberté dans le matérialisme en quelque sorte qui joue. Et tout ça, c'est l'univers. Mais en même temps, il y a le hasard, bien sûr, donc, qui est une sorte de jeu assez merveilleux et au fond, qui est la matière même du roman. Un roman sans hasard, c'est un pince-homme, ça n'a aucun intérêt. C'est Mauriac, donc c'est-à-dire c'est le texte programmé. Donc c'est important d'introduire dans l'acte d'écriture, au fond, une pensée de la contingence, une forme de surprise, de liberté, d'ouverture. Et en même temps, il y a la providence. Donc il y a l'idée, au fond, d'un jeu avec le hasard. On ne subit pas le hasard, on l'interprète, on lui donne du sens. Et on en fait de la providence, justement. Tu l'appelleras providence, ça veut dire que par un acte de parole, tu vas lui donner quelque chose qui n'était pas forcément dans la contingence pure, mais qui prend une dimension du destin, d'une forme de téléologie, d'horizon. Et donc, c'est un jeu où on manipule peut-être un peu le hasard, on joue avec, et on en fait son bien, en quelque sorte. Et c'est un peu l'histoire de Frédéric, en quelque sorte, qui joue avec le hasard, mais qui au fond, arrive à en faire sa chose, et en tout cas, disons, à jouer entre l'espèce d'enchaînement fortuit, et puis d'y inscrire son désir dans cet enchaînement fortuit. C'est-à-dire qu'il y a aussi un lien pas seulement entre hasard et liberté, mais entre hasard et désir, c'est-à-dire le hasard comme l'accueil, comme lieu d'accueil au fond du désir. Okay. Oui, parce que dans cette contingence d'une rencontre qui va faire destin pour Frédéric, il y a quand même que ce qui fait vraiment rencontre, c'est que ça va correspondre à une voie qu'il va se décider aussi à suivre. Alors, voilà. Pour reprendre le point de départ qui est celui de ce personnage, Frédéric, on retrouve dans le prénom même de Frédéric et dans son itinéraire, puisque vous inscrivez l'intrigue du roman ou le roman en Franche-Comté, dans un lieu stendhalien qui est le lieu du Rouge et le Noir. Vous avez appelé votre héros Frédéric comme Frédéric Moreau, et il monte à Paris comme un Rastignac, mais pas tout à fait comme ça. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a une empreinte stendhalienne et une empreinte balsacienne qui est très forte. D'abord parce qu'on a l'amour et la politique
comme on l'a chez Stendhal, c'est-à-dire que c'est quand même le cœur de votre roman, c'est la trajectoire de ce personnage inscrite dans l'amour et la politique, et puis ensuite quand même une dimension de la comédie humaine très balsacienne qui est très présente aussi dans votre livre, où on voit donc un degré multiple de références qui sont les vôtres. Voilà. Alors au départ de ce livre, c'était en 2022, en septembre 2022, j'étais dans un état un peu dépressif, en tout cas de dysphorie, d'atonie en quelque sorte, et j'avais envie d'écrire pour précisément en sortir, et sans avoir un objet précisément un programme. Mais j'ai eu donc l'idée de faire une adaptation du Rouge et Noir dans le monde contemporain. Parce que Le Rouge et Noir, pour moi, c'était un roman très euphorisant. Et donc, il y avait quelque chose qui allait m'ouvrir à une sorte d'état un petit peu plus positif. Alors, c'est ce genre de projet qu'évidemment, on abandonne tout de suite. On l'a en tête, mais évidemment, ce n'est pas fait pour être réalisé. C'est seulement pour inciter à écrire. Alors, il en est resté quelque chose, comme vous avez dit. Il en reste La Franche-Comté, effectivement. Il en reste... Vous peignez comme si vous connaissiez ça par cœur. Ça par cœur, oui. Alors, il y a beaucoup de noms propres. J'aime beaucoup les noms de lieux. Et Frédéric Parcours fait beaucoup de promenades de marche dans la nature. Et les lieux sont très importants. Et puis, il y a aussi, du reste de ça, de Julien Sorel, la mémoire. Frédéric est quelqu'un qui a aussi une mémoire très, très puissante. C'est un de ses kits de survie, on pourrait dire, comme Julien, pour arriver à s'intégrer. Il a ça comme c'est son seul trésor, au fond, sa mémoire, qui permet de réussir à s'inscrire dans des situations, de sortir de situations difficiles. Et puis, effectivement, la politique, il y a même une référence au jansénisme qui tient un grand rôle dans le Rouge et Noir, qui tient aussi un rôle de manière tout aussi paradoxale que dans le Rouge et Noir, où on a affaire à une sorte de jansénisme marxisé, une sorte de vision tragique de l'histoire qui associe jansénisme et marxisme, mais effectivement, c'est dépassé assez rapidement et le roman bascule dans autre chose malgré ce point de départ. Alors, dans ce commentaire que Deborah vient de faire du roman et dans votre réponse, on constate qu'il y a tout un contenu derrière le récit qu'il faut savoir décoder. D'une certaine façon. Et ça me fait penser à un élément qui arrive à la toute fin du roman, quand on entend un des protagonistes du roman témoigne de son amour particulier pour Édouard Elgar, et notamment pour Enigma Variation. Pour l'œuvre Enigma Variation, que d'ailleurs on pourrait demander d'écouter quelques secondes maintenant. Alors, là aussi, il y a une histoire de décodage d'un contenu caché. Peut-être vous pouvez nous expliquer ça. Alors, oui, je vais faire le lien avec Stendhal d'ailleurs, parce que si j'ai prédit Stendhal, c'est parce que pour moi, c'est le roman romanesque, sans métadiscours, sans sophistication théorique. C'est vraiment le roman de l'énergie du personnage, des situations. C'est ça qui me plaisait. Et c'est ce modèle-là que je prends. Mais en effet, je n'évite pas pour autant... Et je ne refuse pas pour autant les espèces d'éléments, dirons, subliminaux qui inscrivent en effet des références. C'est-à-dire que le champ référentiel, le champ métalittéraire, disons, qui est très abondant dans le livre, n'est pas, je dirais, mis en scène pour lui-même. Il est présent, mais un petit peu de manière, je dirais, superficielle, de manière allusive. On peut très bien passer dessus sans le voir. Et en effet, à la fin du roman, à un moment, le héros parle avec son maître, Socrate, de ces Enigma Variations d'Elgar, et
qui est en effet une œuvre que j'aime beaucoup personnellement, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'en fait, c'est une œuvre codée, qui contient, en fait, de manière cryptée, 4 notes qu'on prétend venir d'une note de Big Ben, mais on a pu aussi prendre ça, dire que ça venait de Mozart, que ça venait de Schumann, que ça venait de Bach y compris. Donc c'est une œuvre Enigma Variation, c'est une œuvre qui pose l'énigme comme étant sa structure, et avec l'idée donc d'une œuvre cryptée. Une œuvre cryptée, et de ce point de vue-là, évidemment, c'est aussi un peu, non pas une mise en abîme, parce qu'il n'y a pas du tout une sophistication, je dirais, textuelle, esthétique de mise en abîme, mais tout de même, il y a cette idée qu'au fond, on peut lire en effet le roman comme des énigmes variations, c'est-à-dire des jeux où des variations de personnages qui sont, je dirais, creusées par des motifs, des structures qui sont pas forcément décelables comme cela, mais qui sont le véritable moteur de la fiction. Et si vous voulez, pour compléter la réponse à la question de Déborah sur Rastignac, Frédéric Moreau, Lucien Leven et Frédéric, ce qui distingue Frédéric de ces 3 personnages, et ça touche la question justement du secret ou des choses, c'est qu'il a un maître. C'est-à-dire que Rastignac refuse le maître, refuse Vautrin comme maître, et les 2 autres, Frédéric Moreau et puis et Julien Sorel, sont dans une époque, l'un en 1830, l'autre en 1848, qui sont des époques où précisément, bien que ce soit des époques prodigieuses sur le plan politique, ils n'ont pas de maître, ils n'en comptent pas de maître. Alors que Frédéric va avoir la chance de rencontrer un maître, qui est donc ce fameux Socrate, un pseudonyme évidemment, c'est un personnage assez compliqué, qui a un itinéraire historique assez fort, et qui va être au fond le maître, celui qui au fond donne à Frédéric les moyens et les discours, les éléments par où de s'extraire de son espèce de tas de petit provincial paumé et sans aucun avenir, sans futur, dans lequel il était. Voilà, donc oui. Alors, justement, par rapport à cette dimension du provincial paumé, monté à Paris, on pourrait croire à la dimension d'une ascension sociale, ce qui ferait finalement du livre un livre pour lequel la sociologie d'une époque importe. C'est vrai qu'il y a un tableau de la bourgeoisie des années 90, et un ancrage historique qui est très fort dans le livre et qui s'affirme au fur et à mesure. Ça m'a fait penser au sous-titre du livre de Pérec, Une histoire des années 60 pour les choses, et je m'étais dit, Frédéric, on pourrait dire une histoire des années 90. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui transcende aussi cette dimension. Vous avez dit, au fond, c'est un provincial paumé, et il y a des bourgeois, c'est vrai, mais comme il y a la dimension du hasard, à un moment donné, vous insistez aussi sur le fait qu'il est déclassé, il me semble, ou inclassable. Déclassé ou inclassable, c'est peut-être là-dessus que vous aviez plus envie d'insister, au fond, que sur le passage de son état de provincial à une ascension qui le ferait intégrer le monde doré d'une bourgeoisie que vous décrivez très bien d'ailleurs. Oui. Alors en effet, on pourrait l'appeler, alors s'il y avait pour le Rouge et le Noir, c'était Chronique de 1830, et là ça pourrait être Chronique de 1990, parce que, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'année 90 est un élément important. Alors, en effet, ça n'est pas du tout un Bildungsroman, ça n'est pas non plus un roman de transfuge de classe, je ne suis pas dans ces espèces de mythologie là, parce qu'au fond, je dirais que Frédéric, il est déjà construit en quelque sorte, il n'a qu'à écouter, il n'a qu'à s'ouvrir pour être, il n'a pas besoin d'apprendre. Et c'est on pourrait dire qu'il y a transfert. C'est-à-dire si on prenait un terme lacanien, c'est-à-dire que, en fait, son ascension ou son évolution est transférentielle et non pas par un savoir qu'il acquérerait comme ça, en faisant des efforts, en apprenant. Non. Et le transfert se fait de manière presque magique et amoureuse aussi, puisqu'il n'y a pas seulement un maître, mais il y a aussi une maîtresse, c'est-à-dire il y a au fond 2 personnages qui vont jouer un rôle pour lui d'ascension. C'est Socrate, donc, qui est son maître intellectuel, et puis Anne, qui est une femme plus âgée que lui, avec qui il va avoir une relation qui va être aussi très importante,
très important dans l'ascension. Et là, ça sera encore une relation où il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation, il y a réellement, par la relation sexuelle, par la relation amoureuse, une sorte de transfert de savoir, transfert d'existence aussi. Et donc, c'est comme ça que ça se joue. Donc, en effet, c'est un roman qui repose peut-être sur la magie, une sorte de magie individuelle, et où le hasard, comme vous le rappeliez, est en effet un élément qui joue ce rôle de magie. Et non pas donc l'idée d'un itinéraire laborieux et à la fois, par exemple, quand Socrate tient des discours devant lui très très philosophiques, très profonds, à la fois il ne comprend rien, il comprend tout. Et l'image que je donne, c'est un peu l'image des contes de fées où un personnage naïf, enfantin, ayant touché le sang d'un dragon, aussitôt détient le savoir. Et la question du savoir, en effet, est très importante dans le roman, mais c'est un savoir qui, en effet, se transmet, je dirais, par le désir, plus que par le travail, en quelque sorte. Justement, c'est-à-dire que vous dites transfert, vous dites savoir, et il y a dans ce qui se lit entre les lignes de ce roman, nous ici à Studio Lacan, on ne peut pas ne pas lire les références à Lacan. Et donc il y en a une qui est celle le désir, c'est le désir de l'autre, c'est pas la seule. Mais cette référence-là a une présence dans le récit même, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que, d'une certaine façon, la démarche, ce qui arrive, le parcours de Frédéric est un parcours dans lequel on voit la naissance de son désir, d'une certaine façon, dans le rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors c'est un roman, c'est pas un roman lacanien du tout, oui. Mais c'est un roman, en effet, où, au fond, où, je dirais, le savoir contemporain est présent, encore une fois, de manière plutôt tapis, de manière subliminale, encore une fois, plutôt que de manière explicite. Et en effet, je dirais l'idée du désir par opposition au travail ou par opposition à l'effort ou par opposition sociale est en effet fondamentale. Et la magie peut-être de ce désir, la magie de cette ascension, elle est précisément peut-être liée à cette altérité heureuse. L'altérité semble être un moment de grand bonheur pour le personnage. Et au fond, ce petit village un peu incestueux, un peu fermé dans lequel il vit, c'est précisément le lieu du même, le lieu de l'enfermement. Et il suffit, au fond, que surgisse l'autre, mais l'autre qui est formé par un couple de Parisiens qui apparaît dans ce village qui sont un couple d'hommes politiques, enfin les deux font de la politique, et qui vont être les médiations pour Frédéric est très importante. Et l'idée médiation m'apparaît très, très importante. C'est-à-dire qu'au fond, le désir, c'est la médiation. C'est-à-dire, c'est l'idée que tout d'un coup surgit dans une situation sans issue, sans air, sans liberté, sans lumière, quelque chose comme une ouverture, et Frédéric s'en saisit. Contingence pure. Parce que ça se passe dans une pure contingence. Une pure contingence et dans une immédiateté. C'est-à-dire que Frédéric se saisit aussitôt. À peine l'altérité est-elle là, qui s'en saisit. Peut-être. Qui s'en saisit du côté d'une révélation, finalement. Une révélation. C'est une révélation de lui-même, possible, là où, au fond, le milieu un peu noir dans lequel il était ne permettait pas que cette révélation ait lieu sans, justement, cette rencontre du hasard. Et tout se passe très vite, alors. Et tout se passe très vite, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'instantanéité de la révélation de ce couple. Une soirée qu'il passe chez eux, il va revenir les voir, et au fond, on sent que c'est l'occasion qui surgit et dont il s'empare, et dans laquelle il s'engouffre instantanément. Et en effet, on pourrait dire là que le désir qui apparaît n'a rien à voir avec les désirs qu'il avait jusque-là. Alors, ce que je propose, Déborah, c'est qu'aujourd'hui, on va demander à notre collègue qui fait
l'actualité de la psychanalyse, de rentrer plus tôt, de nous présenter sa chronique tout de suite, puisqu'elle est sur ce thème, et après on continue le débat. Donc, volontiers. On va passer donc à la rubrique Actualité de la psychanalyse, qui va être présentée par Caroline Leduc, jingle de transition, et elle sera avec nous. Donc une actualité de la psychanalyse va nous être présentée par Caroline Leduc, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, sur le thème du désir. Le désir, c'est le désir de l'autre. On vous écoute, Caroline. Merci, Déborah. Savoir ce qu'on veut est une injonction ultra-contemporaine. On l'entend souvent formulée aujourd'hui, devenir la meilleure version de soi-même. Si seulement il suffisait d'en rêver. Cet appui précaire sur un moi idéal, au caractère vaporeux, s'adjoint parfois, en vue de sa fortification, une prothèse d'autre sous la forme d'un coach. Le coach est là pour nous dire quoi faire et comment atteindre nos objectifs. Sa bienveillance professionnelle, cependant, dissimule mal l'impératif stakhanoviste qu'on lui fait endosser, tant et si bien qu'on finit par lui poser un lapin. Ce que découvre la psychanalyse, pour ceux qui osent s'y aventurer, c'est qu'à mesure qu'on croit approcher du point où gîte notre désir, honte, horreur ou angoisse tendent à envahir le tableau. Alors comment expliquer qu'on se défende de son propre désir ? C'est que le désir inconscient s'est construit sur un manque structural, sur un impossible à satisfaire qui précisément nous anime, nous met en mouvement. Nous tendons toujours vers autre chose. L'objet du désir, au sens de celui de l'inconscient, est insaisissable. Le désir est fondamentalement métonymique, c'est-à-dire qu'il se déplace d'un objet de la réalité à un autre sans jamais s'épuiser. La perspective, toujours imaginaire, mais néanmoins puissante, de comblement de ce manque, conduit inéluctablement à l'angoisse. Alors comment émerge ce désir inépuisable ? Il surgit très tôt, dès le début de la vie, avant même que le petit être humain ne parle. S'il ne parle pas encore, il est déjà pris dans le langage au titre de la façon dont on a parlé de lui dès avant sa naissance, des structures linguistiques, familiales, sociales, culturelles, etc., des normes et de l'histoire qui l'ont précédé dans le monde, qui conditionnent l'empan de son existence et les différentes possibilités de s'y creuser un trou. Un seul exemple, ce n'est pas indifférent d'être né en France ou en Afghanistan, ni le moment où vous y êtes né. De ces coordonnées contingentes dépendent vos droits, vos devoirs et jusqu'aux façons dont vous pourrez penser et percevoir. Même les émotions dont on se fait croire qu'elles sont un produit pur de notre corps biologique sont en fait culturellement construites. Avant même de parler, donc, le tout petit humain rencontre le manque dès qu'un ratage intervient dans la satisfaction de ses besoins. Cela arrive nécessairement. Que la personne qui s'occupe de l'enfant ne saisisse pas la cause des cris de l'enfant, que ces cris manifestent quelque chose d'un dérangement du corps à quoi nul ne peut répondre, ou encore que la satisfaction soit temporisée par l'autre, par accident, ou tout simplement parce que c'est la visée même de toute éducation. Ce ratage inaugural introduit le petit sujet à la dimension de la demande. Il faut en passer par là, par demander. Mais cette demande inconditionnelle, qui exige impérativement satisfaction, est toujours, nous dit Lacan, en quelques points refusée par l'autre. Non seulement trivialement parlant, mais parce que de devoir en passer par cette structure langagière, articulée, adressée à l'autre, qu'est déjà une demande, modifie la nature de la jouissance en cause, ou pour mieux dire, la dénature. C'est le départ de la pulsion, qui implique une jouissance de son propre corps décalée de la satisfaction du besoin.
Tété, par exemple, certes calme la faim, mais produit aussi une autre satisfaction. La bouche jouit aussi d'elle-même, de son propre mouvement, d'où l'invention de la tétine. Jacques-Alain Miner note que la pulsion est à distinguer du désir. Le désir, c'est le désir de l'autre, mais on n'a jamais dit que la pulsion, c'est la pulsion de l'autre. La pulsion comporte l'autre comme disparu, c'est-à-dire manquant à répondre. Mais, parce que l'autre, pour autant, on n'en est pas débarrassé, puisqu'on en est dépendant à cet âge précoce, et on en sera dépendant très longtemps, à ce même moment mythique, bien sûr, surgit l'énigme du désir de l'autre, qui va introduire le sujet à la question de son propre désir. Oui, alors vous nous avez parlé de l'autre du langage, il y a l'autre parental qui est beaucoup plus concret. Comment comprendre ce désir de l'autre ? Alors l'un ne va pas sans l'autre. L'autre parental est lui-même déterminé par la structure du langage, mais tout de même il est incarné, ce qui fait quand même une belle différence. Pour autant, les discours, les idéologies, les mouvements de pensée aussi font corps. Un corps de signifiants auquel on fait appendre son désir. Voyez comme certains trajets personnels connaissent des points de bascule décisifs qui ont une prise sur le corps et ses affects lors d'une conversion à une idéologie ou à une religion, ou au contraire, quand la désillusion, le désenchantement, la déception rencontrée dans un discours et dans ceux qui le portent peuvent faire chuter un sujet. Pour revenir à mon point, que l'autre s'absente, ne réponde pas, ou pas immédiatement, ou pas comme il faudrait, produit chez le sujet la question fondamentale du désir, d'abord située dans l'autre. Mais que veut-il ? Et sa variante fondamentale, que me veut-il ? Que suis-je pour lui ? Lacan a ainsi eu cette formule célèbre, le désir, c'est le désir de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est à entendre dans le double sens, subjectif et objectif. C'est-à-dire que le sujet désire être la cause du désir de l'autre et qu'il trouve dans l'autre la cause de son propre désir. Et nous pouvons aussi désirer, dans un mouvement d'ordre plus mimétique, ce que l'autre désigne comme désirable. Ce qui nous épargne d'ailleurs d'avoir à déchiffrer son énigme. C'est le principe de la publicité et du désir factice mis en place par le capitalisme. Mais cela se retrouve dans tous les liens humains. Lacan, pourtant, remarquait que ce à quoi le névrosé aboutit, c'est à la destruction du désir de l'autre. C'est sa névrose. Et c'est bien pourquoi il est irrémédiablement fourvoyé dans la réalisation du sien. Cette intrication structurale de notre désir au désir énigmatique de l'autre implique une certaine errance pour le situer. Est-ce bien notre désir dont il s'agit, ou dépend-il de l'autre ? Et en voilà des embrouilles interminables avec les autres que nous côtoyons, surtout ceux qui veulent nous satisfaire. Bon, merci beaucoup Caroline pour cette chronique qui nous amène cet aphorisme de Lacan, le désir c'est le désir de l'autre. Est-ce que ça évoque... Oui, alors justement, cette opposition entre pulsion et désir me semble très importante dans le roman, par exemple. Ce qui me frappe, en vous écoutant et en repensant à mon roman, c'est combien chez Frédéric le désir est associé à des discours, à de la parole. Par exemple, avec Anne, la femme donc, qui va se saisir de lui et en faire son amant, elle ne cesse de parler leur relation. Elle ne cesse de réverbérer leur plaisir, leur jouissance dans un discours qui lui est personnel, qui est autour de l'idée qu'au fond, l'idée très, très forte pour elle, qu'au fond, elle n'est jamais autant femme que parce qu'elle couche avec un jeune homme et que le jeune homme lui donne une puissance de femme qu'elle ne pourrait pas du tout trouver autrement. De même, l'autre, je dirais, initiateur qui a été dans l'enfance, papa, un vieil Anglais étrange qui vit dans le village, qui d'ailleurs l'initie aussi bien à ces énigmes à variations dont on a parlé, ça va être l'anglais. Il va en faire une sorte d'être qui parle de bilingue. Frédéric va, très jeune, parler l'anglais parfaitement.
grâce à ce papa, et il va être envahi par tout un tas de discours sur la géopolitique, sur la musique, sur l'histoire, etc. Et enfin, Socrate, qui est le troisième médiateur, au fond, de Frédéric, est aussi quelqu'un qui parle sans cesse, qui ne cesse de tenir des discours et qui, précisément, instruit une sorte de dynamique existentielle qui va faire que Frédéric va, en effet, avancer sans cesse, va suivre. Et lui-même, dans sa capacité, en quelque sorte, à répéter, à intérioriser tous ces discours, au fond, module, construit son désir au travers de tous ces discours voilà. Parce que lui ne tient pas tellement de discours, lui parle très peu. Mais il est comme construit par ces discours. Et puis enfin, il y a évidemment au centre de tout cela, il y a le « que veux-tu ?» la fameuse phrase que Anne lui pose quand il pénètre au milieu du roman. C'est vraiment tout à fait au milieu du roman, il va la voir. Et en ouvrant la porte, il lui dit « Que veux-tu, Kevoy ?» Alors elle lui dit « Que veux-tu » sur un mode tout à fait banal, c'est le « Que veux-tu » ordinaire. Elle ajoute Kevoy parce qu'elle est un peu snob et qu'elle aime bien, comme ça, employer des formules un petit peu sophistiquées. Et ce que veux-tu va être, en fait, l'élément, le sésame de son itinéraire, à savoir, c'est une question à laquelle il ne répond pas. Que veux-tu, il ne répond pas. Mais simplement, elle est tellement entraînante, cette question, un petit peu comme le discours de papa, d'Anne et de Socrate sont entraînants. Ce que veux-tu a une fonction d'entraînement romanesque, en quelque sorte, d'entraînement dans l'existant, dans le vécu, et qui va être son espèce de fil. Alors, parlons de snob, vous parlez vous utilisez l'expression « notre ami Lacan ». Oui. Peut-être vous pouvez nous dire mieux qu'est-ce que ça vient. Ça vient que c'est sur ce fameux Socrate, qui est un personnage un petit peu compliqué. C'est un ancien communiste passé à droite, mais qui a conservé une structure conceptuelle et intellectuelle liée au marxisme. Et il n'est pas le seul de sa génération. Beaucoup de communistes de sa génération, alors on pense à Kojève évidemment, qui est devenu un marxiste de droite à la fin de sa vie. Il y a tout un renversement. Et alors, ce Socrate donc est un personnage qui en effet a un certain snobisme intellectuel. Donc, il y a son ami Kojève et son ami Lacan. Donc, c'est un peu une sorte d'ironie par rapport au monde intellectuel dont Socrate, bien que passé à droite, conserve des tics et des façons d'être qui sont assez typiques, je dirais, de l'intellectuel des années 50, puisqu'en gros, c'est là qu'il a émergé, et c'est de là qu'il tient son espèce de mentalité ou de pensée. Alors, d'autres penseurs que vous évoquez, c'est Foucault et Marx. Quelle importance Alors, en fait, le roman est vraiment en deux parties. Une première partie qui se passe donc dans le petit village de Moussières, en Franche-Comté, qui est complètement coupé un peu du temps et du monde, qui a beaucoup de choses merveilleuses que traverse Frédéric, avec non seulement les forêts de sapins, mais aussi une rivière qui joue un rôle très important, et jusqu'à y compris la source de cette rivière, qui est la Loue, et que Courbet a peint, et il a fait des tableaux. Il y a des tableaux extraordinaires de Courbet de la source de la Loue, qui m'ont beaucoup inspiré pour décrire justement les errances de Frédéric au travers de cette rivière, et puis jusqu'à cette source auprès de laquelle il passe 2 jours tout seul, une sorte d'état un petit peu d'angoisse et d'inquiétude. Et puis donc, il y a en effet le monde vraiment des années 90, très référencé à cette période qui se passe à Paris. Et il me semble qu'à 90, c'est une période de basculement très important dans le réel occidental, européen et français, et que cet personnage de marxiste de droite qui revoit le marxisme sur un mode complètement opposé au progressisme traditionnel, qu'il voit sur un mode plutôt presque tragique, janséniste, comme je le disais, eh bien, va en effet par exemple, s'intéresser à ce que dit Foucault sur la religion. Foucault, on le sait, à ce moment-là, à travers l'expérience iranienne, relit la phrase de Marx sur l'opium du peuple, et y ajoute la conclusion que Marx y donne, mais c'est pour donner
de l'esprit à un monde sans esprit. C'est-à-dire qu'en réalité, l'opium du peuple est un élément positif et n'est pas un élément qu'on peut rejeter comme ça, comme le font les progressistes, mais prend une dimension très forte. Et ce genre de révélation d'un envers du marxisme, qui soit précisément de droite, religieux, mystique, apparaissent à ce moment-là, pour moi, n'est pas du tout un hasard, c'est au contraire un fait d'époque. Et on pourrait dire que Socrate, par son itinéraire très très compliqué, par son caractère paradoxal, incarne assez bien, me semble-t-il. Vous amenez cette autre phrase de Marx, le monde religieux n'est que le reflet du monde réel. C'est ça. C'est tiré du Capital. Et alors donc, parce que Socrate fait à ce moment-là une sorte de cours improvisé devant Frédéric et devant une certaine Marie qui est un peu la future femme de Frédéric. Et il va donc tenir un discours très très solide sur l'idée qu'en fait, si Marx écrit le Capital, c'est parce qu'il voulait donner justement une Bible nouvelle au prolétariat, et que sinon il n'a pas passé son temps à distribuer des tracts devant les usines, mais il a consacré sa vie à écrire un grand texte, un livre qui était pour lui le meilleur moyen de donner au marxisme son ancrage et un futur. Et donc Socrate, à ce moment-là, interprète tout cela au travers de ce que dit Foucault de la religion comme opium du peuple, mais comme précisément ce qui donne de l'esprit à un monde sans esprit, sur un mode, je dirais, qui marque bien la rupture avec ce qu'ont été les stéréotypes, les topos du progressisme, je dirais, européen précédent, qui nous amène dans un monde très, très aventureux, très, je dirais, sans beaucoup de filets de secours, et qui montre une espèce de chaos à ce moment-là, intellectuel et culturel, qui est aussi un aspect des années 90. Alors, à propos du jansénisme aussi que vous venez d'évoquer, oui. Vous parlez du fait que, enfin, c'est pas vous, un des personnages évoque la question du miracle, disons, voilà. Enfin, disons que le miracle c'est le réel. Est-ce que le miracle serait une laïcisation enfin, est-ce que l'événement ne serait pas, une laïcisation du miracle? Alors, le jansénisme, c'est un jeu, je dirais un jeu avec Stendhal. C'est-à-dire que je me donne des contraintes et je joue avec. Et le fait de maintenir le jansénisme de manière tout à fait un petit peu surprenante dans cet univers-là est une manière de jouer avec Stendhal, mais en même temps, c'est tout à fait vraisemblable. Il y a à l'époque une tradition marxiste qui s'intéresse beaucoup au jansénisme, parce que, par exemple, Lukács ou Lucien Goldman sont des marxistes qui ont intégré le jansénisme comme une forme de moyen de lire Marx autrement que sur le mode, justement, d'un progressisme banal. Bien. Donc, voilà pour le jansénisme. Maintenant, ce jansénisme est un moyen pour Socrate de lancer des aphorismes puissants, en quelque sorte. Et parmi ces aphorismes, il y a le miracle est le seul réel. Donc, cette phrase-là, qui évidemment transit Frédéric, il entend ça, il dit voilà, le miracle est le seul réel, c'est évidemment, en quelque sorte, pour lui, une forme de clé possible. Il n'y a pas que l'ordinaire, il n'y a pas que l'horreur de son village, il n'y a pas que l'horreur de ses parents, il n'y a pas que l'horreur de l'usine, de la Syrie où il travaille. Il y a le miracle, le seul réel, c'est-à-dire qu'il y a des moments de rupture dans le réel, par où un événement survient et aussitôt, instantanément, on est autre. On est autre. Et c'est absolument ça qui aussi rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce n'était pas un Bildungsroman, que ce n'était pas un roman de la construction, mais un roman d'une initiation qui est de l'ordre justement du magique ou du miraculeux. C'est parce que, en effet, ce qui brise les existences ou ce qui les transforme est de l'ordre de l'événement. Et l'événement, c'est l'instantané. C'est quelque chose justement qui a sa puissance en lui-même, qui n'est pas déterminé, qui est en quelque sorte un réel agissant en quelque sorte de manière fascinante et sidérante. Et le miracle, c'est en effet, y compris dans les choses les plus quotidiennes, quelque chose que vit à ce moment-là Frédéric et dont la clé lui est donnée par Socrate. Bien. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ? Non, je pense qu'on peut...
On peut conclure ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter qui vous paraît important ? Oui, alors ce qui m'apparaît peut-être important, pour moi, je dirais dans le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre, c'est la sensibilité qui est présente, sensibilité aussi bien des paysages de Franche-Comté que Stendhal, dont Stendhal ne parle pas. C'est ça qui m'avait frappé d'ailleurs en relisant Le Rouge et Noir, c'est que la Franche-Comté, elle n'y est pas dans sa matérialité. Et Stendhal, c'est un écrivain de la ville, c'est pas un écrivain vraiment de la nature. Et j'ai donc eu cette espèce de très très grand plaisir à décrire assez minutieusement et voluptueusement, en tout cas de mon point de vue, cet espace naturel. Et puis de le projeter inversé dans la ville, dans Paris, sous la forme de détails très concrets, de choses, d'objets qui sont ceux de la ville. Tout est presque notable dans les éléments que je décris, aussi bien l'hôtel où va aller Frédéric, que le prix des repas, que le livre d'Hervé Guibert découvert à la vitrine d'une librairie qui paraît en effet à ce moment-là, en février 91, que le repas chez Lippe, où apparaît François Mitterrand, qui est un autre événement tout est donc, il y a eu une sorte de double aspect dans la jouissance réaliste du roman, une dimension, assez lyrique de l'espace, avec cette rivière, la Loue, qui est vraiment tout le temps là et qui par son bruit, par son mouvement, par son tumulte, agit. Et puis la ville, dans sa dimension matérielle, très concrète, très profane, les prix toujours donnés en francs, ce qui nous surprend en lisant. Et puis le goût des choses, de la nourriture, des lieux, et tout cet univers là qui prend donc cette dimension matérielle très forte. Et voilà, c'est ce double plaisir qui a compté beaucoup pour moi. Oui, alors ce plaisir, en effet, il apparaît à la lecture de votre roman. Il apparaît ici aussi quand vous en parlez. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. On devra arrêter ici, malgré ce plaisir que nous avons aussi. Nous vous remercions de venir nous visiter pour parler de Frédéric. Nous donnons à nos spectateurs rendez-vous la semaine prochaine, le samedi prochain à 18h30 précise. Au revoir. Merci.